Salut à tous les amis et bienvenue sur Carton Rouge TV, la chaîne des supporters de la SS. Alors avant de démarrer cette vidéo, n'oublie pas de t'abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait et d'appuyer sur la cloche de notification. Bah oui, parce que en moyenne, seule une personne sur deux qui vient regarder les vidéos de Carton Rouge TV est abonnée à la chaîne. Moins de la moitié, c'est pas normal, ce n'est pas normal. Alors abonne-toi si ce n'est pas déjà fait, ça ne coûte rien. Tu cliques sur la cloche de notification, comme ça tu seras informé de toutes les vidéos de la chaîne. Et n'oublie pas non plus d'aller sur la page Facebook de Jean-Baptiste Info des Verts, une page Facebook qui a quasiment bientôt 50 000 followers. Voilà, c'est tout pour la partie publicité. On va rentrer dans le vif du sujet de cette vidéo que certains d'entre vous m'ont demandé et elle concerne évidemment la vente de la SS. C'est un sujet que je n'ai pas encore abordé en vidéo. D'abord parce que c'est un processus qui est relativement long, et puis aussi surtout parce qu'on voit, on lit, on entend beaucoup de choses, beaucoup de choses fausses d'ailleurs souvent, et que j'ai pas trop envie moi de me lancer dans des informations, dans des choses que je ne maîtrise pas, parce que j'ai pas envie de raconter des histoires tout simplement. Alors déjà, le premier point, du coup, pour pas vous prendre, comment dire, en traître, sachez que je n'ai pas d'informations particulières. Voilà, je ne suis pas en contact avec les dirigeants du club ou des acquéreurs potentiels. Ce que je vais vous dire là, c'est simplement des analyses que je peux faire à partir d'une part de ce que j'ai lu et de ce qui me paraît fiable, et puis aussi de l'analyse personnelle que je fais de la situation. Allez, on démarre tout de suite avec ce qu'on sait réellement de cette vente à aujourd'hui. Allez, les premiers éléments dont on est sûr et certain, c'est que le club est officiellement en vente. C'est le 13 avril dernier que les deux coprésidents, Roland Romeillet et Bernard Cayazzo, ont fait une lettre ouverte que le Progrès a publiée en indiquant qu'ils souhaitaient vendre le club, passer la main pour assurer son avenir et permettre son développement. Depuis ce temps-là, un cabinet de conseil et d'audit a été choisi, KPMG France, qui est spécialisé sur ce type de transaction. Pourquoi ils ont pris un cabinet? Pour une raison simple, c'est que ce type de transaction, d'abord le montant est important, potentiellement, et puis ce sont des opérations qui sont très complexes et qui nécessitent de s'entourer de gens dont c'est le métier tout simplement, parce que c'est pas simple de vendre un club, et puis surtout il peut y avoir beaucoup d'acquéreurs farfelus, des gens qui ne sont pas sérieux. Et donc le boulot de KPMG, c'est de sélectionner, de faire un premier tri sur les potentiels repreneurs qui doivent déposer un dossier auprès de KPMG avec des garanties bancaires sérieuses avant de pouvoir, et là aussi c'est une information qui est sûre, de pouvoir avoir accès à ce que l'on appelle la data room, c'est-à-dire toutes les données du club. Voilà, donc ce qu'il faut bien comprendre, et c'est le premier point vraiment sur lequel j'insiste un peu, c'est que aujourd'hui, si toi tu veux racheter le club de la S Saint-Etienne, il fallait que tu déposes un premier dossier auprès de KPMG avec des garanties bancaires. On parle de 100 millions d'euros. Bon, est-ce que c'est 100 millions, un peu moins? Bon, peu importe. En tout cas, il faut apporter de solides garanties bancaires. Et une fois que KPMG juge que tu es un candidat potentiel repreneur de la SS sérieux, à ce moment-là, tu rentres dans la data room. Et cette période de la data room, c'est une période qui va prendre en gros entre 1 et 2 mois d'analyse, parce qu'il y a toutes les données du club, les actifs, le passif, etc. et que ça nécessite beaucoup de temps. C'est-à-dire que le repreneur qui a apporté des garanties bancaires auprès de KPMG n'a pas formulé d'offre de rachat. Voilà, c'est une fois qu'il aura analysé les données de la data room qu'il pourra formuler une offre en fonction de ce que lui, il estime pour la valeur du club, tout simplement. S'il voit qu'il y a une situation financière très dégradée, peu d'actifs, etc., évidemment, il va ajuster son offre. Ça ne veut pas dire qu'il va racheter le club pour 100 millions d'euros. Donc voilà, on est dans cette période-là aujourd'hui. Il semblerait qu'il y ait quelques acteurs qui aient eu accès à la data room. Voilà, et donc on est dans cette période de transition en attendant normalement à la fin de l'année pour savoir si un repreneur formule une offre. Et la troisième et dernière partie de ce processus, c'est une fois qu'il y a des offres qui sont formulées par ces repreneurs jugés crédibles par KPMG, il faut que les actionnaires acceptent cette offre. C'est-à-dire que quand bien même ils sont rentrés dans la data room, quand bien même ils formulent une offre, si elle n'est pas acceptée par les présidents, les actionnaires, le club ne sera pas vendu. Allez, je vous propose de passer à la deuxième partie de cette vidéo, qui sont les personnes dont on parle aujourd'hui pour la reprise du club. Alors, on a lu, on a entendu beaucoup de choses depuis plusieurs semaines, depuis plusieurs mois, enfin depuis le 13 avril en fait, depuis que le club est officiellement en vente, sur de potentiels repreneurs du club. Vraiment, grande prudence sur tout ce qu'on a lu et entendu, pour une raison relativement simple, c'est qu'il y a des clauses de confidentialité. C'est-à-dire que ceux qui
dépose les garanties bancaires auprès de KPMG s'engage à ne rien divulguer dans la presse, à ne rien dire, à ne pas prendre la parole pour ne pas perturber le processus de vente. C'est très important et objectivement dans ce type d'affaires, dans ce type de dossier, c'est tout à fait classique, c'est normal. La discrétion doit être de mise et il n'est pas question que je dépose une offre et je vais commencer à piailler dans la presse et blablabla, voilà mon projet, etc. Parce que ça perturbe le processus. Donc c'est tout à fait logique que ces clauses de confidentialité aient été imposées et certains ne l'ont pas respecté. On va commencer par le plus spectaculaire. Vous avez bien sûr entendu parler du prince cambodgien Norodom Rivachak qui lui a commencé à dire qu'il était intéressé par le rachat du club, qu'il avait 100 millions, que c'était prêt et il a parlé à la presse, notamment à Radio France Internationale. Et évidemment, ça a beaucoup fait parler parce que beaucoup de supporters se disent oula, mais si c'est le Cambodge, en gros, si c'est le Cambodge qui rachète, on va se retrouver avec beaucoup d'argent pour avoir une équipe compétitive. Et ça, visiblement, ça n'a pas plu aux dirigeants et à KPMG d'avoir un potentiel acquéreur qui commence déjà à parler dans la presse, à raconter ce qu'il veut faire, quels sont ses objectifs, avant même d'avoir eu le feu vert pour entrer dans la data room. Voilà, alors apparemment, Rivachak n'a pas pu avoir accès, apparemment, je suis très prudent dans ce que je dis, à la data room parce que KPMG considère que les fonds, l'origine des fonds n'est pas suffisamment claire et puis aussi parce qu'il a parlé dans la presse tout simplement. Alors on parle de fonds chinois qui potentiellement viendraient renforcer les fonds cambodgiens. Bref, toujours est-il que le premier repreneur dont on a parlé, enfin un des repreneurs dont on a parlé ou le plus parlé, c'est Rivachak, mais pour l'instant, je ne suis pas sûr qu'il ait encore eu accès à la data room. On a également parlé d'un fonds américain, Terrapin Partners, dont on avait déjà entendu parler par le passé, notamment en 2018, qui lui visiblement avait déjà eu accès à la data room à cette époque. Terrapin Partners, fonds américain qui n'a pas une surface financière extraordinaire, c'est pas un gros fonds d'investissement américain, c'est un fonds d'investissement qui s'était déjà intéressé au rachat du club par le passé. Je ne sais pas s'ils ont eu accès à la data room, ce n'est pas sûr, c'était en discussion, en tout cas c'était pas acté en tant que tel, mais c'est un des repreneurs qui est réellement intéressé par la reprise du club. J'y reviendrai bien sûr dans la troisième et dernière partie de cette vidéo en vous disant vers qui va ma préférence. Et enfin, le dernier connu, en quelque sorte, je vais le dire comme ça, c'est quelqu'un que l'on connaît bien à l'ASS, c'est Olivier Marcarian, qui a 50 ans, qui lui a déposé les garanties bancaires nécessaires, autour de 100 millions d'euros, et qui est connu au club, évidemment, et qui connaît très bien le club, puisqu'il est dans les instances dirigeantes du club. Et lui, il a eu accès à la data room. Ça, on le sait, il a accès à la data room depuis, je crois, une quinzaine de jours ou 3 semaines à peu près, et donc il peut regarder tous les éléments du club. En même temps, ce que je me dis, c'est qu'en étant dirigeant du club, logiquement, il devrait tout connaître du club. Donc est-ce que l'accès à la data room pour lui ça change la donne? Je ne sais pas, mais en tout cas c'est sûr et certain, lui il est dans la data room et donc il va pouvoir formuler une offre de reprise pour l'AS Saint-Etienne d'ici quelques semaines, ce qui veut dire qu'on aura de toute façon au moins une offre de reprise qui sera formulée. Alors est-ce qu'elle sera acceptée? On verra, parce que les deux coprésidents, et c'est un point de fragilité du dossier, visiblement n'ont pas la même vision du repreneur de l'AS Saint-Etienne. D'un côté, un Roland Romeillet qui aimerait bien garder un pied à l'ASS dans les instances dirigeantes et qui verrait d'un bon œil visiblement la reprise du club par Marcarian, et puis de l'autre côté Bernard Caiazzo qui lui a quitté la France, qui voudrait valoriser le club peut-être au maximum, plus cher, et qui verrait plutôt un fonds souverain ou un fonds de pension pour pouvoir donner au club les moyens de rebondir et de se développer. Ce sont deux visions différentes, mais évidemment ça fragilise un peu le processus de vente. Enfin, dernier point sur les repreneurs potentiels, je voulais le dire, ça c'est très important, peut-être qu'il y a un autre repreneur ou plusieurs autres des repreneurs potentiels qui ont déposé des dossiers chez KPMG et qui eux ont vraiment respecté le blackout total. C'est-à-dire qu'on ne peut pas exclure que certains repreneurs voulant rester discrets ont déposé les garanties bancaires nécessaires chez KPMG et ont eu le droit de rentrer dans la data room pour étudier et ausculter tous les comptes, tout l'actif, tout le passif de l'AS Saint-Etienne, et que personne ne soit au courant en réalité. Parce que le but des clauses de confidentialité, c'est justement que personne ne soit au courant. Donc moi, c'est une hypothèse très sérieuse à laquelle je crois, qu'il y ait au moins un autre potentiel repreneur qui travaille en ce moment pour formuler une reprise de l'AS Saint-Etienne, mais qui veut absolument la discrétion totale, et peut-être qu'on sera très surpris d'apprendre le nom d'un acquéreur potentiel dans les semaines qui viennent. Allez, je termine cette vidéo avec le sujet de savoir vers qui va ma préférence pour la reprise de l'AS Saint-Etienne.
Alors, le club sera-t-il vendu? C'est une question que tout le monde se pose. Et s'il est vendu, qui sera le nouvel homme fort de l'AS Saint-Étienne? C'est les questions qu'on se pose. Et surtout, moi, en tant que supporter de base, quelle est ma préférence en quelque sorte? Quelle est la vision que j'aimerais pour l'AS Saint-Étienne au cours des prochaines années? Honnêtement, c'est super dur de répondre à cette question parce qu'on a un peu des injonctions contradictoires. C'est-à-dire qu'on veut des choses qui ne sont pas compatibles ou qui vont difficilement ensemble. C'est-à-dire qu'on veut que le club repartent de l'avant et des moyens financiers pour reconnaître des grandes soirées de Coupe d'Europe, pour se mêler dans la course à la Coupe d'Europe tous les ans, etc. Donc on veut beaucoup d'argent pour pouvoir se mêler à tout ça et avoir de très bons joueurs et rêver de nouveau dans Geoffroy Guichard. Et en même temps, on n'a pas trop envie de foot business avec des fonds qui viendraient faire des allers-retours de la spéculation et qui mettraient le club en difficulté, ou des fonds souverains qui feraient perdre un peu l'identité de la Saint-Étienne. Donc moi, en tout cas, à titre personnel, je ne sais pas si c'est votre cas, mais moi je suis partagé. Voilà, je suis partagé. J'ai du mal à me forger une conviction, c'est pas facile. Oui, on a envie de rêver et en même temps, on n'a pas envie que le club tombe dans de mauvaises mains. Voilà, c'est ça qui rend les choses assez compliquées. Alors, moi, à mon sens, aujourd'hui, je suis assez partagé sur l'idée qu'un fonds souverain, j'en perds ma voix, vous voyez, un fonds souverain reprenne l'AS Saint-Étienne. Il y a Newcastle, là, dont la vente vient d'être actée par un fonds souverain saoudien. Franchement, putain, c'est chaud quand même, hein. Je veux dire, l'Arabie Saoudite, ils décapitent les gens au sabre, quoi. Moi, je serais supporter de Newcastle, je peux vous dire que je ne serais pas très très heureux aujourd'hui. Ça vient d'être validé, la vente avait été bloquée et elle vient d'être actée. Moi, ça me fait pas rêver, je vous le dis tout de suite. Tomber aux mains d'un pays étranger, bon, si c'est un pays voilà, qui n'a pas de truc particulier. Pourquoi pas le Cambodge? Moi, je n'avais rien a priori contre le Cambodge, si vous voulez, mais l'Arabie Saoudite, vous voyez, c'est waouh, c'est chaud, je trouve. Enfin, moi, c'est mon avis. Je serais pas super emballé à l'idée que ça tombe dans les mains d'un pays qui respecte pas les décidément, j'arrive plus à parler, les droits de l'homme basiques. Bon, ça c'est le premier point. Sur les fonds de pension notamment américains, puisqu'on a Terrapin Partners qui est en lice, je suis un peu mitigé aussi, parce qu'un fonds de pension, son métier, c'est d'acheter des actifs et de les revendre en faisant une plus-value. Donc s'il rachète la Saint-Etienne, c'est pour le revendre un jour et gagner de l'argent dessus. On a vu ce qui s'est passé avec King Street à Bordeaux, la faillite totale. Mais moi non plus, ça me fait pas rêver, ça. Ça ne me fait pas rêver. Voilà. Donc c'est deux trucs qui me font pas rêver. Et après, la troisième solution, un repreneur, un industriel. Donc là, typiquement, c'est le profil d'Olivier Marcarian. C'est plus rassurant, quelqu'un qui aime le club, qui connaît le club. Bon, et avec évidemment le côté de se dire, ouais, mais est-ce qu'il aura vraiment les moyens d'investir, d'acheter des joueurs pour permettre au club de rebondir? Ah oui, c'est sûr que Marcarian, il aura forcément moins de moyens que un fonds de pension qui gère des milliards et des milliards, ou un fonds souverain d'un pays étranger. Mais il connaît le club, il aime le club et on le connaît. Alors voilà, donc une fois que j'ai dit ça, quelle est vous votre préférence? Est-ce que vous avez une préférence? Est-ce que c'est on veut des victoires et on s'en fout de savoir d'où vient l'argent et qui est à la tête du club, et nous on ira au stade Geoffroy Guichard, bah, ça restera Geoffroy Guichard, l'AS Saint-Etienne restera l'AS Saint-Etienne, et nous on veut de l'argent pour gagner des matchs? Ou au contraire, est-ce que vous vous dites, bah, non, moi je suis attaché à ce que le futur repreneur du club soit quelqu'un de respectable, voilà, quelqu'un qui n'entache pas l'image du club? Tous les avis sont respectables, hein. Moi je porte pas de jugement, je comprends qu'on ait envie de rêver de nouveau, on souffre tellement en ce moment, mais moi je voudrais pas que le club tombe dans de mauvaises mains, voilà. Et je crois vraiment que c'est le souci principal de Roland Romeyer. Bernard Caiazzo aussi, certainement, j'en sais rien, j'imagine que oui quand même, mais lui il veut évidemment faire une plus-value importante, donc il défend ses intérêts financiers, je lui reproche pas non plus, hein, c'est normal, mais voilà, c'est des visions de l'avenir de la Saint-Etienne qui sont très différentes en fait, et c'est l'avenir du club dont on parle, donc c'est chaud quand même, c'est chaud. Voilà, donc moi, pour résumer, ma préférence irait plutôt aujourd'hui, en l'état actuel des dossiers et de ce que l'on connaît, à la reprise du club par Marc Arian, avec peut-être des moyens financiers limités, mais ça permettrait quand même, je trouve, de donner un nouveau souffle au club. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on ne veut plus de coprésident, ça j'en veux plus, moi, ça ne marche pas. Donc on arrête avec deux présidents qui ne sont pas d'accord entre eux, donc ça on ne veut plus. Donc il faut que le repreneur soit, il y a un président identifié, un chef, là, celui qui préside et qui est capable de pousser un coup de gueule dans le vestiaire quand ça ne va pas, qui connaît le club, qui aime le club et qui n'est pas là pour juste faire un aller-retour de spéculation. Donc moi, comme ça, a priori, je me dis que le dossier Marc Arian me paraît le plus proche de ce que j'imagine. Après,
je vous dis, hein, peut-être qu'il y aura un autre repreneur qui va surgir du bois comme ça et qui viendra faire une offre intéressante pour la Saint-Etienne et qui lui permettra de repartir de l'avant. Voilà, alors évidemment, on va suivre ce dossier. Encore une fois, je n'avais pas d'infos spécifiques, particulières, de scoop à vous annoncer, mais je voulais vous dire, moi, comment je ressentais les choses par rapport à la vente du club. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, les amis. J'espère que cette vidéo vous a plu. Dites-le moi en commentaire. Si elle vous a plu, vous me le dites. Si elle vous a pas plu, vous me le dites aussi. J'ai le droit de prendre des cartons jaunes ou des cartons rouges. Il n'y a pas de souci. On est sur la chaîne des supporters de la SS et on se dit tout, les amis. Voilà, en attendant le prochain match, le prochain avant-match, le live, etc. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches et allez les Verts. Ciao.